suis le fondateur de la manufacture Bois-Paille. Donc aujourd'hui, on est dans les locaux de la manufacture Bois-Paille, dans les ateliers, dans lesquels on fabrique des murs ossature bois, isolés essentiellement avec de la paille. Je suis charpentier de formation et monteur en ossature bois, en mur d'ossature. J'ai entendu parler de l'entreprise et puis je me suis présenté candidature spontanée. J'ai échangé avec Roger. Bon feeling avec l'entreprise, bon feeling avec le patron. Visite de l'entreprise qui m'a bien plu, sujet qui m'a intéressé. Et du coup, j'ai dit bah allez banco et je suis venu. On va faire des ossatures bois pour qu'on puisse y glisser des bottes de paille. La paille, on la prend dans le champ, on fait une botte, on a notre isolant. C'est pas comme les autres matériaux, on prend, on les transforme, on les machin. Là, ça sort du champ, ça vient ici, on le met dans le mur, terminé. En fait, on s'inscrit vraiment dans une logique de fabrication qui s'appelle hors site. Le principe étant de dire tout ce qu'on pourra fabriquer en atelier, ça sera toujours plus simple, plus facile, plus rapide que ce qu'on doit fabriquer, assembler sur les chantiers. On agit par rapport à la problématique du réchauffement climatique sur les causes parce que faire des murs en bois et en paille permet de décarboner massivement la construction et sur les conséquences parce qu'en fait on fabrique des murs anti-canicule. La chaleur va mettre 14 heures à traverser nos murs, ce qui nous permet de passer d'un état de fraîcheur à un autre état de fraîcheur le soir, sans clim et en hiver sans chauffage. Nous, en France, la maison la plus vieille a plus de 100 ans et elle est en parfait état de conservation. Donc on construit pour durer. C'est vraiment, on s'inscrit dans 50, 100 ans. Donc avec ça, on fait des gymnases, on fait des groupes scolaires, on fait du bureau. Donc en fait, partout où il y a des murs, il peut y avoir des murs en bois isolés en paille. Il faut que les boîtes comme nous grandissent en fait. Avec le monde comment il change, je pense que voilà, on va devoir changer nos habitudes alimentaires, on va devoir changer plein de choses. Mais construire, c'est pareil. Il va falloir changer notre façon de construire. Là aujourd'hui, de faire quelque chose qu'on aime et qui sert à quelque chose, je pense que ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, c'est un luxe, oui, c'est ça. Eh bien, merci Roger pour cette petite présentation. Je te laisse la main, je te laisse te présenter et puis nous expliquer un petit peu d'où est venue cette initiative, pourquoi monter ce projet. Ouais. J'ai fait du projet, là, tout simplement. Bonjour à tous. J'étais malade tout le week-end, donc je vais avoir un peu la voix de Barry White aujourd'hui. C'était pas voulu. Donc voilà, vous avez vu un petit peu l'explication du projet entrepreneurial que j'ai démarré il y a 3 ans. Voilà, je viens du monde projet aussi. J'ai fait quelques belles années chez Algway. Donc j'ai essayé d'utiliser l'analyse de la valeur, peut-être pas, mais en tout cas l'analyse du besoin fonctionnel et puis le dérouler ensuite. Ça m'a amené à. J'ai essayé de faire le parallèle avec votre discipline, votre expertise là. Première question que je me suis posée, c'était la valeur. Laquelle, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est la valeur pour vous, pour moi? En fait, la genèse, elle vient il y a quand même quelques années. Donc en 2005, naissance de ma fille, et 2006, un film qui sort qui s'appelle Une vérité qui dérange de Al Gore. Et là, je me dis merde, il y a un problème là. Moi, pur fruit, on est entre nous, hein, je me livre, je vous explique vraiment, pur fruit des années 70-80. Voilà, pilote de moto, voilà, la viande, prendre l'avion, enfin tout faux, tout faux. Donc je me dis, finalement, ma valeur, c'est peut-être pas la bonne, quoi. Et puis les valeurs, fais des études, tu gagneras de l'argent, et puis du coup tu pourras cramer du CO2. C'est peut-être pas la meilleure voie.
Et puis ben là, depuis 2006, des années, on va dire, idéologiquement un peu compliquées, je me suis aperçu que moi, j'étais plutôt très vulnérable sur l'éco-anxiété. C'est-à-dire que voilà, ça m'était à un moment, enfin, plus le problème devenait prégnant et avéré, et plus j'avais du mal à vivre, clairement. D'autant plus en faisant du conseil, et d'autant plus après le gaz de schiste en 2010, où mes clients, entre autres, ne pensaient qu'à redémarrer des centrales combinées, gaz, charbon, etc. Donc là, il fallait, voilà, pour moi, hein, le questionnement sur la valeur et la valeur que je voulais générer, la valeur ajoutée que je voulais créer, il fallait que je fasse différemment. Puis bon, voilà, je suis plutôt quelqu'un un faiseux, plus qu'un diseux. Euh, et, et voilà, et ça a mûri. Donc, premier projet super intéressant avec un ancien collègue consultant d'Algoué. On a travaillé dans l'autoconsommation. Et voilà, c'était il y a 10 ans. Donc la boîte existe toujours, et même le leader dans l'autoconsommation domestique. Mais voilà, petit indice, déjà, il y a 10 ans, quand on parlait d'autoconsommation, à peu près 95% des personnes nous disaient que c'était interdit quand même. Et ça ne vient pas de nulle part. Que certains instillaient quelques messages. Vous verrez, le fil rouge, c'est les lobbies, que je ne peux plus voir en peinture, mais bon, bref. Donc là, c'était le lobby que vous imaginez. Voilà, bon, première expérience d'éco-entrepreneuriat. Et voilà, donc beau projet qui a bien démarré. Après, pour des raisons un peu plus perso, je suis revenu sur Lyon, ça c'était sur Montpellier, après 5 ans sur Paris. Bon, voilà, il y a un moment, je voulais poser mes valises et travailler, habiter au même endroit. Et, euh, et là, finalement, c'est présenté une opportunité. Donc, c'est toujours un peu la grosse difficulté de se dire, bon, j'ai mes valeurs, je voudrais faire des choses, mais enfin, que faire, quoi? Voilà, il faut faire bouillir la marmite aussi, évidemment, mais sans trop, enfin, en faisant des compromis raisonnables. Euh, et là, donc, un peu par le réseau, c'est souvent comme ça. Euh, c'est présenté la possibilité de démarrer une activité qui a été décrite en achetant notamment un process de fabrication. On n'a rien inventé. La paille, ça fait 150, 200 ans que c'est utilisé comme isolant. Évidemment, aux États-Unis, Nebraska, Canada, Autriche, etc. Il y a quand même eu les rencontres européennes de la construction paille au Danemark cette année. Et la France, c'est quand même le pays le plus dynamique, le premier pays. Donc, on aime bien se flageller constamment, on le mérite. Mais il faut aussi bien en faire ressortir certaines satisfactions. Donc, on est plutôt très bien. Euh, le problème de la construction paille, c'était sa mise en œuvre, en fait. Très manuel, beaucoup d'autoconstruction. Voilà. Donc, l'isolation paille, c'était 500 maisons par an. Depuis des années, puisque la maison la plus vieille a 104 ans, la maison Feuillette à Montargis, qui se porte très très bien. Donc, construire en paille, si vous voulez, il fallait trois petits cochons en accéléré, mais c'est dans la durée. Et voilà, sa mise en œuvre était très 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 manuelle. Donc, l'offre qu'on voulait proposer, ben, c'est une offre déployable à grande échelle, on peut massifier. Pour ça, du coup, donc, oui, la finalité, c'est décarboner. Hein, voilà. Alors, il y a plein de critères, la biodiversité, l'eau, moi, j'ai un focus, j'ai une métrique, c'est le CO2. Voilà, c'est incomplet, mais bon, c'est ce qui est à peu près aujourd'hui à notre portée, sachant que déjà notre impact est. On parlait de colibri, alors là, on y est en plein. Donc voilà, donc
un inventeur génial, fabricant de machines spé, a développé une presse pour pouvoir remplir les caissons Saturbois. Et surtout pour travailler sur un élément qui est peu mis en avant, c'est quand même la pénibilité très grande de la mise en œuvre des matériaux biosourcés. Enfin, sauf s'ils sont vraiment industrialisés. Vous l'avez vu, la paille, c'est pas le cas. Donc ça pèse entre 15 et 25 kilos. Ça peut devenir un calvaire. Voilà, ce projet-là, coché, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce que je désespérais un peu, ça cochait toutes les cases. C'est-à-dire que je voulais du mode projet, donc concevoir, fabriquer, commercialiser ses propres produits. Je voulais donc impact positif, un sujet industrialisation, parce que j'ai un parcours industrie et bâtiment, donc il y avait de l'industrialisation, une mise en application à destination de la construction. Voilà, donc pour moi, c'était un peu le projet de rêve. Et puis, j'ai commencé à en parler, et puis tout le monde m'a dit autour de moi, ouais, c'est super. Et après, phase 2, l'exécution. Et là, c'est plus, c'est plus tout à fait pareil. Euh, Vous arrivez, vous mettez un petit peu d'investissement dans les locaux, des machines, des bidules, et puis il y en a qui font de la paille depuis 15-20 ans, qui n'ont pas gagné un rallye, et qui vous voient arriver avec un peu plus de moyens, donc qui vous accueillent les bras pas très ouverts. Donc en fait, les pailleux de la première heure nous ont traités d'opportunistes. À chacun, je dis on, c'est parce que j'ai un partenaire, celui qui fabriquait la machine, a le même atelier à Montluçon. Donc on est deux à avoir vraiment industrialisé, changé d'échelle la construction. De l'autre côté, c'était il y a 2 ans et demi, donc ça construisait encore à tout va. Les promoteurs privés qui nous voyaient un peu comme des bobos qui venaient se racheter une conscience écologique. Donc, vous voyez, c'est un projet sur le papier. Vous faites votre analyse et autres, et puis quand vous démarrez, vous dites, ah, il y a un problème. Bon, en fait, tout ça, le cœur de ces réactions, de ce qu'on a pu vivre, c'est on est au cœur, et je m'en suis aperçu en y plongeant, on est au cœur d'une révolution qui ne porte pas son nom en fait, et une révolution de l'acte de construire. Ça va bien au-delà des matériaux. C'est qu'en fait, on en parlait à un moment, la construction, je vais dire construction de logements collectifs et autres, avec le béton, c'est tellement facile. Tout le monde connaissait sa partition. Allez, moi je fais un projet sommaire, je suis là, je passe au bureau d'études, machin, je passe à l'économie, s'il fait mon DCE, il est bouclé à 80, 90, c'est bon, ils sauront faire. Puis de toute manière, s'il manque des réservations, on ira avec le marteau-piqueur. Donc voilà, c'était ça, hein, moi, le monde que j'ai découvert, venant du mode projet, du projet d'infrastructure, où on est obligé d'être en mode projet, sinon ça ne marche pas, sinon c'est flambardine. Bon, ouais. En fait, là, j'ai découvert qu'il y avait pas vraiment le mode projet dans la construction de logements, on va le faire simple, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'était assez hallucinant. Donc, on se retrouve vraiment sur une problématique de conduite du changement. Alors, j'arrête de faire du conseil et je me retrouve à faire de la conduite du changement en fait à longueur de journée. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que on n'a rien inventé, mais malgré tout, ça reste une innovation, une innovation d'usage, quoi. Donc avec quand même une partie, une certaine rupture. C'est-à-dire qu'au-delà des matériaux, ça change beaucoup de choses. Donc on remet le mode projet réellement en route. Enfin, au-delà du mode projet, c'est travailler ensemble. On arrête de passer des journées à se balancer des tartes sur les chantiers. En fait, on prépare plus. Donc, on est beaucoup plus en amont. C'était hyper intéressant parce que j'ai eu des cas à gérer où je me suis retrouvé embarqué dans la lessive, enfin dans le process habituel. Et en fait, ça marche pas. Ça marche plus. Avec des matériaux biosourcés, je vais vous donner des exemples très précis. Ça ne marche plus. Si un archi
trace son esquisse, qui fait son APS. Et puis après, il dit, ah ben tiens, il faudrait que je mette de la paille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si 2 mois avant, une entreprise générale dit, ah tiens, je vais secouer l'arbre à moins de 10 ans, parce que je veux bien trouver un gars qui va me faire mes 2000 mètres carrés de bois paille. Aujourd'hui, moi, je suis un des plus capacitaires, j'arrive à sortir 80 mètres carrés jour. Donc, 2000 mètres carrés, je ne vais pas vous les sortir en 2 mois avec l'étude d'exé dedans. Bon, mais c'est donc, maintenant, quand vous commandez vos fenêtres, c'est 21 semaines avant, hein, vous faites un peu pareil avec des ossatures, quoi, parce que j'ai de la charge Donc voilà. Donc, et puis au final, le sujet du coût qui est central. Ce coût-là, il y a deux manières de l'avoir. Hein, où on se pressurise, on se retrouve avec 6 niveaux de sous-traitants, évidemment, avec les drames que ça peut faire. Ou alors, on essaye de travailler en amont, de concevoir ensemble, et donc on pousse des partenariats industriels, parce que finalement, on va consacrer beaucoup de temps sur l'amont, sur tracer, sur optimiser. La botte de paille, elle a un pas de 475 mm. Alors, on ne va pas tramer tous les bâtiments sur une trame de 475. Ça ne marche pas. N'empêche que si on minimise les fausses trames et que des gens arrivent à placer plutôt bien les fenêtres, concevoir le bâtiment dès l'amont, c'est là où on va avoir les coûts. Quand je disais que j'ai été confronté au vieux logiciel, hein. Enfin, attention, on fait pas c'est pas table rase et machin, jeunisme ou autre, ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. Quand on démarre, en fait, on était vraiment monté en amont pour un bailleur social. Et on lui avait vendu la paille avec un bureau d'études, etc., pour construire un programme de 25 maisons. Et le bailleur social, j'y reviendrai un petit peu sur le modèle construction-exploitation, qui est quand même un truc qui me tient beaucoup, est emballé. Et donc, il réfléchit, c'est l'aménageur, et puis finalement, il délègue la maîtrise d'ouvrage à un promoteur privé. Et là c'est la cata. Alors, bon, et nous, on a à peu près 5 km du chantier. Là, dans le bâtiment, putain, c'est suspect. Ah, lui, il va se gaver parce qu'il est à côté, parce qu'il a parlé au directeur du bailleur social, parce qu'il connaît un peu machin, c'est suspect. Donc déjà, je ne lui parle pas. Je ne vais pas le voir, je ne vais pas voir son usine, je ne vais pas écouter ce qu'il a à me dire. Par contre, je vais consulter la France entière. Et là, je suis super bon. J'ai un copain qui m'appelle, qui fait des bottes de paille à Poitiers. Il me dit, mais c'est qui ces promoteurs qui me consultent là pour. Je dis, non, c'est pas vrai. Dis-moi les noms. Oh, OK. Donc, on voit que. Bon, et puis il m'envoie les documents de consultation. Et là, c'était à pleurer parce qu'en fait, le système constructif, il n'avait pas du tout. Nous, nos murs de pouvoir, enfin, la paille de pouvoir évacuer la vapeur d'eau, on fait des murs perspirants. Vous avez mis de l'OSB, enfin bref, les trucs pas chers et compagnie. Et au final, l'argument, c'était que moi, j'aurais fait un prix quand même. J'étais trop cher. Bon, vous voyez, donc ça marche pas. Et là, ils étaient en expertise. Enfin, ça n'a pas construit, ça a été décalé pour d'autres sujets, mais ils auraient été en expertise au bout de 3 ans parce que la paille qu'ils avaient conçue, les trucs, ça n'allait pas durer. Donc, on voit bien que le logiciel, enfin, ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus vraiment le faire aujourd'hui. Hein. Donc, il faut vraiment, on pousse pour avoir des partenariats. Et puis, finalement, je ne sais pas si c'est triste ou pas triste, mais vous voyez le rond orange, ce matin, j'ai signé un contrat cadre avec cette entreprise, ce Major, parce qu'il en avance sur tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, s'il y a un projet bois-paille en France, il y a 2 entités qui vont le faire, ça va nous apporter des volumes, donc il faut faire tourner l'atelier. J'ai des connaissances qui m'ont dit, là, tu as vendu ton âme au diable. OK, mais c'est pas la première fois. Enfin, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ose espérer que je ne l'ai pas vraiment vendu. Voilà. Comment? C'est non-profit. Comment? C'est non-profit. Ouais, c'est la filière. Donc, en fait, c'est une vraie conduite du changement à cœur qu'on découvre quand on est dedans. Voilà, de l'extérieur. Ouais. Petite anecdote. Je vais
à Grenoble, la métropole, elle m'invite pour des échanges, machin, etc. Et c'était co-organisé par Bertrand Picard, Solar Impulse. Et donc, il était là, Bertrand. Donc, vous savez, il labellise des entreprises qui ont un impact positif sur le truc et tout ça. Un garçon hyper brillant, hyper intelligent. Et donc, ils nous font leur speech. Oui, là, tout le monde veut décarboner, tralali, tralala. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'étais un peu loin de mes bases. Oui, bien sûr, je prends le micro. Je fais bon, Bertrand, tu vois, le lobby du ciment, là, il a attaqué la RE 2020 auprès du Conseil d'État en 2020 pour concurrence déloyale du bois. Voilà. Et en expliquant que si on coupait du bois, on mettait en danger les générations futures. Je dis, bon, mais Bertrand, qu'est-ce qu'on fait? En fait, bon, il était un peu emmerdé. Lui, il a son business, son analyse de valeur, il a son business, il cherche des sponsors pour faire le tour de la Terre en hydrogène, en solaire, en machin, en ce qu'on veut. Et quand on voit ses sponsors, c'est Holcim, c'est Air Liquide, c'est Engie, enfin, c'est les plus polluants. Donc en fait, j'ai compris en fait que ben, finalement il labellise, il machin, mais en fait il veut surtout prendre des sponsors, voilà, et ça lui a fait une approche, mais qui à mon avis complètement biaisée. Quoi. Enfin, c'est bref, c'est quelque part un peu intéressé. Et j'ai vu il y a peu qu'il a fait une confrontation avec Jean Covici, qui est lui quand même lobbyiste de l'atome. Hein, et là, c'était magique, quoi, parce que chacun défend en fait son point de vue. Alors attention, hein, il y a des choses qui sont super intéressantes de part et d'autre. Ce sont des garçons intelligents. Mais, euh, mais où est le vrai? Voilà. C'est hyper, hyper compliqué. Alors, le lien avec l'analyse de la valeur, hein, si je m'éloigne, hein, mais bon, il doit y en avoir un. Non, enfin, c'est de se dire que bah, il y a quand même il y a de la politique, il y a du lobby à mort. Et moi, c'était un peu ça aussi le souhait de passer au-delà du conseil, parce que quand on est consultant, on ne fait que conseiller, c'est déjà beaucoup. Hein. Mais voilà, il y a un moment, et quand on voit que, bon, il y a, voilà, après, c'est très perso, ça dépend des personnalités et autres. Quand ça commence à vraiment, vraiment démanger, que ça devient. Alors, voilà, je suis parti sur directement dans l'implémentation, hein, la phase 2, phase exé, et qui m'a éclairé sur plein de choses hein, qui, au final, ça ne donne pas toujours la pêche, hein, parce que voilà, on voit un peu un peu l'envers du décor. Et quelque part, ben, en fait, faut vraiment d'autant plus, enfin, moi j'ai eu ce besoin-là, d'autant plus maintenir ce cap. C'est pour ça que je parlais, moi c'est la décarbonation. Et, et qui donne un peu du sens et qui nous permet de créer de la valeur selon quand je dis notre, l'entreprise. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'entreprises libérées, etc. Ben, c'est aussi enfin, c'est un vrai plus, ça, pour le coup, qui a été extrêmement positif, c'est de voir que l'histoire, vous l'avez vu le témoignage dans la vidéo, ça touche. Et une grande chance, ben, j'ai des candidatures spontanées, quoi, en fait. Et du coup, voilà, c'était un risque que j'ai identifié, j'ai fait l'analyse de risque. Le bon risque, pas trop être personnel, plus on est dans une région en plein emploi. Ben, finalement, ça n'a pas été, ça a pas été le cas. Donc, l'activité voilà, ramène d'autres personnes autour de ces valeurs. Et ça change tout. Enfin, vraiment, j'ai pas besoin de la libérer. L'entreprise, elle est. Après, ça, c'est un terme un peu marketing, l'entreprise libérée, avec un consultant qui a fait un peu son beurre, mais l'entreprise, oui, la guette, ouais, mais voilà, dans l'esprit, on a une communauté ouais, de valeurs ou d'objectifs ou autres qui, qui est extrêmement appréciable.
et qui n'était pas forcément évalué à son niveau-là. Voilà un petit peu complètement dans le désordre, mais le projet, ce que j'ai ressenti, la valeur, en tout cas les valeurs, au pluriel, c'est une dimension un peu différente, parce que c'est plus des valeurs peut-être morales en tout cas, qui m'ont amené et qui ont amené d'autres personnes à partir sur ce projet. Dernière surprise par rapport à ça, c'est que voilà, tout le monde veut décarboner, la main sur le cœur, etc. Il y a 10 ans, Greg, quand on avait créé comme moi à Montpellier, c'était du digital, c'était innovant. Donc c'était une box qui synchronisait la production et la consommation en autoconsommation. Donc avec des usages différés, etc. etc. Donc de l'efficacité active. C'était du digital, on avait tapis rouge, on était dans le deuxième meilleur incubateur au monde, Capo Méga. Attention, hein, ça rigolait pas. Hein. Et puis là, vous disiez innovation digitale, brevet, poum, 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 tous les voyants verts. Et là, c'est parti. Alors, je faisais des concours, je me servais. Donc, on avait toutes les subventions qu'on voulait, etc. Là, des incubateurs? Non, bah non, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas d'écosystème. C'est ça qui est assez incroyable. Il n'y a pas d'écosystème pour des startups, entre guillemets, qui ont vocation à décarboner ou à innover dans le bâtiment. C'est assez fou. Hein. Enfin, en Rhône-Alpes, en tout cas dans mon périmètre, qui est plutôt actif, il n'y en a pas. J'entends parler de quelques initiatives de ci, de là. Mais je trouve que ça image bien et puis ça explique peut-être un peu à un moment ma volonté de dire bon, faut vraiment y aller. Je trouve qu'on n'est pas dans le rythme. Voilà, il n'y a pas d'incubateur pour des boîtes, des startups qui voudraient décarboner. Il n'y a pas d'aide spécifique. Euh, donc, nous, dès le jour 1, on doit être rentable. Alors pourtant, innovation dans le bâtiment, vous avez compris le coût d'investissement. Hein, parce que le coût machine et autres, sur 500 000 euros d'investissement, j'étais à 10 000 euros près. C'est hyper facile. Prévoir ce que tu vas dépenser. Enfin, mais pourtant, il y avait Omicron, il y avait etc. Au niveau planning, j'étais à une semaine près. J'ai eu une semaine de décalage parce qu'il y avait Omicron et tout le monde l'a chopé et s'est mis en quarantaine une semaine. Et par contre, l'investissement sur le temps qu'il va falloir pour faire décoller le projet, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et finalement, c'était à peu près 2 ans. Donc 2 ans, il faut tenir. C'est encore la conduite du changement. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage gratos pendant 2 ans. Aujourd'hui, je récolte les fruits de tout ce travail-là, parce que c'est quand même dans le bâtiment, c'est le temps long, il faut convaincre, etc. etc. Mais on le récolte maintenant. Mais bon, ça demandait néanmoins un investissement important. Donc, pas d'aide spécifique. J'ai eu une aide de la région qui vient juste d'annoncer qu'elle allait sortir des zones de zéro artificialisation nette, hein, ZAN. Ouais, j'étais content. J'ai une aide sur les investissements, mais on a fait rentrer un carré dans un rond. Et votre dernier bilan, votre calibat, on démarre. Enfin bref, il n'y a rien qui était fait pour ça. Et on a une petite aide quand même, et c'est là où en fait, c'est un métier très, très prenant, c'est la construction, etc. Mais on a des cas de conscience un peu constamment. Peut-être que ça vous a pas échappé sur la vidéo, mais c'était une vidéo hier. Voilà. Et j'ai la totale, moi. J'ai Wauquiez, Bayer, machin, tous ceux qui n'en ont rien à foutre de la planète. Et tu vois, je prends les sous. Bon, Bayer, en fait. Comment? Chacun son tour. Et Bayer, en fait, c'est juste qu'il y a un plan de revitalisation. Ils ont détruit de l'emploi et nous, on en a créé. Donc, la préfecture a dit vous allez les aider. Mais, et au niveau revitalisation, c'est quand même.
on en parlait. J'ai été invité par la préfète la semaine dernière, donc pour montrer que voilà, et c'était bien. Ils nous ont donné 4 000 € par embauche. On est allé à une après-midi sur la revitalisation, machin, rien que l'organisateur, le speaker, le machin, le truc, je pense que ça a coûté 3 fois plus. Mais bon, bref, c'est pas grave. L'idée, mais avec 4 000 € par, enfin, c'est anecdotique, quoi. On prend, hein. Enfin, voilà. Mais, et finalement, là, on est dans un point central qui rejoint un peu quasiment de la macroéconomie, le côté des lobbyistes, en fait. C'est que il faudrait, je pense, qu'on passe en méthode un peu plus agile pour gagner du temps. Dans le sens où accepter de détruire de l'emploi pour en recréer aussi vite. Et le mécanisme, il était autant de revitalisation. Chaque fois, on les a un peu subis, enfin, on les a subis évidemment, mais c'est ce genre de truc, on le subit, on sort la tête un peu du truc. Mais c'est ça, il y a eu la sidérurgie qui s'est écroulée, on a fait d'autres activités, des reconditionnements, etc. Je pense un peu dans le bâtiment, c'est la même chose. Que gentiment, c'est en train, les matériaux évoluent, les systèmes de construction, on va faire du circuit court, etc., etc. Et que finalement, je sais pas, je sais pas comment, mais en tout cas, c'est le constat aujourd'hui, sauver des emplois à tout prix, sauver de l'activité, puis sauver des points de marge, voilà, puis sauver, voilà, il y a aussi de la cupidité qui est derrière. C'est un frein, mais alors, mais incroyable de partout, tout le temps. Alors que dans l'autoconsommation, dans le photovoltaïque, c'était pareil. Ça bloquait des cas de fer. Quand EDF s'est aperçu que il y aurait de plus en plus de panneaux PV, d'éoliennes, machin, il y aurait moins de réacteurs. Donc là, ils n'étaient plus du tout d'accord. Alors que finalement, ça allait générer des emplois locaux, on le voit, les installateurs en local, etc. Nous, c'est pareil. Depuis cet été, mon principal fournisseur de paille, il me livre en tracteur. Il est à 10 km. Ah, mais c'est juste ça. Moi, ça me fait hyper kiffer. C'est 2 ans de boulot. C'est du biodiesel, j'espère. Comment? Du bioéthanol. Ah, bah oui, 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 mais bien sûr qu'il vient de sa propre cuve et de sa production. Non, non, et c'est arrivé à un moment où il a essayé de se diversifier dans le bio, et le bio est en train de se prendre un crash énorme. Donc, il a réussi à vendre, il a vendu au prix du normal. Il m'a dit, parce que on est à notre petite échelle, on est à l'émergence d'écosystèmes, de filières, etc. Et ça, c'est des vraies satisfactions. Quand je vais voir l'agriculteur, je lui dis, ben voilà, mon prix d'achat, c'est ça. Je m'engage sur l'année et je m'engage sur un volume. Ah ouais? Ben oui, 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 c'est comme ça. Enfin, on va pas jouer, on va pas faire, on va pas faire les traders. Et il m'a dit, bah, tu sais, tes 10 000 bottes que tu m'as réservées, vu le bouillon que je viens de me prendre avec le biosourcé, je suis super content. Vraiment, parce qu'ils investissent. Et puis derrière, des fois, ils se font des gamelles aussi. Hein, donc, bon, voilà. Donc, ouais, c'est un projet multiple qui fait découvrir plein de choses quand on le déroule. Et pour clôturer, puis surtout, on va poser des questions, etc. Je pense que chacun à son niveau, enfin, il faut essayer d'accélérer d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, on est vraiment le temps compte vraiment, je pense. On se disait, ouais, est-ce que enfin, le collectif, etc. Euh, j'ai voulu partir seul et faire mon idée. C'était vraiment un souhait, peut-être lié encore une fois au caractère et autres, parce que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, ça, machin. Mais là, il faut aller vite aussi. Et toujours osciller entre vite et loin. Enfin, il faut y aller. J'ai été invité par un mouvement pour la frugalité créative et heureuse qui a été monté par un architecte qui a fait la pétition pour aller biosourcer à 10%, FIPADEC. Et donc, c'était à Chambéry. Et donc, j'avais plutôt des personnes qui étaient globalement altères, quoi, enfin, qui
qui disait, mais tiens, et à ma droite, je suis peut-être fichier S aujourd'hui, j'avais la représentante des soulèvements de la Terre. Voilà. Et du coup, bah, se poser la question, dans le système, en dehors du système, par quel bout? Et, enfin, ma réponse était dedans, dehors, dessus, dessous, partout. Enfin, il faut y aller vraiment. Alors, il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi, c'est clair, mais je pense qu'il y a quand même déjà aujourd'hui des pistes qu'on pourrait beaucoup plus exploiter, jouer sur ces effets de revitalisation pour remodeler un petit peu notre appareil productif et constructif, de sorte que qu'on puisse décarboner. Et puis voilà, l'action sur l'eau, l'eau, c'est du délire, quoi. On paye notre eau depuis des lustres, on a fait des empires autour de l'eau, et là, il n'y en a plus. Pas des empires, de l'eau. C'est juste. Enfin, il y a des choses, je trouve ça proprement hallucinant. C'est peut-être mon côté encore éternel ado, un peu, qui part au quart de tour. Mais voilà, donc ben, moi, je suis super ravi d'un sujet qui peut paraître un peu aride, l'analyse de la valeur, mais qui est ô combien efficace. Tous les jours, mes ingés que j'ai le bureau, tous les jours, je sais quoi le besoin fonctionnel. Tu as fait ça, tu es directement allé dans la solution. Voilà, si tu as un besoin fonctionnel, c'est pas d'avoir une bagnole, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est quoi? Bah, pas dans la solution, en fait, tout le monde fait toujours la même erreur. Donc, ce sont des outils foncièrement hyper performants. Ben voilà, s'ils peuvent être utilisés plus sur la transition que sur le projet de pipe en Ouganda, ça serait top. Voilà. Merci Roger. J'ai quand même une question parce que c'est admirable comme démarche personnelle, mais j'ai l'impression que vous confondez composant et construire. Un composant, c'est pas la construction. Un composant, c'est un composant. Moi, j'ai une formule, aucune technique n'est neutre. Ça veut dire que si une technique est nouvelle, il faut réfléchir à l'utilisation dans le produit, ou modifier le produit. Or, à l'heure actuelle, on raisonne tous par filière. Alors, Chazal, je le connais bien, hein. Donc leur site, ce n'est pas une technique de construction, c'est un processus. Et ce n'est pas une technique de construction. La construction de béton banché a répondu à une reformulation de l'habitat au niveau architectural. La paille, est-ce que vous n'avez pas payé des architectes pour essayer de leur demander qu'est-ce que serait la forme de l'habitat répondant aux attentes de l'habitat, mais avec les contraintes de votre technologie? En France, on dissocie le process du produit. Et c'est là où il y a le problème de fond. On a un problème de logement, ce n'est pas en optimisant le process, c'est en optimisant le process et le produit. Il faut qu'on construise autrement. La frugalité, il faut peut-être qu'on réfléchisse à pouvoir vivre la même chose, mais avec des formes architecturales minimisant les surfaces. Mais évidemment, mais c'est pas l'un ou l'autre. Hein. Vous le voyez où? Ça, en tout cas, moi, c'est ce que tu m'as raconté à un moment, c'était toute cette réflexion pour moi, de l'ensemble du processus, justement de la recherche du matériau aussi en circuit court, hein, pour produire les pailles et convaincre. Parce que je crois que tu m'as dit que tu avais quand même pas mal d'échanges avec les bailleurs, avec les constructeurs pour leur convaincre de la technologie. Après, oui, je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'il faut aller voir. Et puis, en étant un peu isolé, aller convaincre tout le monde. Non, mais grosso modo, quand est-ce que vous faites du collectif avec la paille? Ah, mais attendez, nous. Non, mais moi, très clairement, et ça les surprend au début, je dis, je ne suis pas du tout un ayatollah de la paille. Je ne suis pas du tout un ayatollah du bois. On ne construira pas tout en bois, comme on a fait la connerie de tout construire en béton. Donc, c'est le bon matériau au bon endroit. Oui. Voilà. Nous, on se décarcasse pour essayer. C'est la mixité des matériaux et des solutions. Le bon matériau au bon endroit, ça sous-entend qu'il y a un mix. Sauf que les gens comprennent un seul matériau. Ah mais non, les bons matériaux aux bons endroits. Je vais donner un exemple qui est technique. Nous, nos murs, vous l'avez vu, c'est des murs qui isolent très bien, qui offrent un confort d'été, donc un déphasage de 14 heures qui est assez exceptionnel. Ces murs-là n'offrent pas d'inertie thermique. Un logement doit avoir de l'inertie thermique. Donc, il faut combiner ça avec un matériau massique qui se fait plancher béton ou un apport de pierre ou autre. C'est en ça qu'il faut le bon matériau au bon endroit, ou les bons matériaux aux bons endroits
pour pouvoir apporter quelque chose. Donc, mais les bailleurs sociaux, quand ils arrivent, ils disent comment on peut faire comment, vous cassez pas la tête, le système constructif là pour décarboner tout de suite, on l'a. Vous faites poteau-poutre, structure béton, et on fait un manteau en bois paille. C'est réglé. Vous allez voir, vous allez atteindre les seuils biosourcés que vous voulez. Vous allez avoir quelque chose qui est performant, potentiellement aussi réversible, parce qu'on peut travailler aussi sur les systèmes d'accroche de la façade ossature bois. Plateau poutre, plateau poteau dalle, c'est plus flexible. Ben oui, tout à fait. Ouais. On peut passer du bureau au logement de manière relativement facile. Donc, on a des matériaux à disposition, mais il y a un gros boulot, effectivement. Et moi, l'usine, en 2 ans, j'ai eu plus de 600 visiteurs. Donc, ça veut. Ah ouais. Alors, vous croyez que je ne passe mon temps à organiser les trucs, mais en fait, je ne vais plus à Lyon. J'ai les réunions de travail, vous venez, je vous fais une visite, après on me pose sur place, comme ça, je ne me déplace pas. Donc, c'est réglé. J'ai eu plus de 600 visiteurs. Et j'ai vu toute les visiteurs, ça a évolué aussi. Donc, c'était un super indicateur. Les premiers, c'était les engagés de la première heure de la paille, qui étaient les sympas qui ne nous ont pas jeté des tomates pourries. Voilà. Bon, non, mais voilà. Non, c'était plutôt des architectes qui étaient très engagés, des bureaux d'études, etc. Deuxièmement, bailleurs sociaux. Eux, les bailleurs sociaux, pourquoi ils s'intéressent? Bah oui, construction, exploitation. Et là, on a des exemples avec le bois paille qui sont canons. Hein. Petite parenthèse, le bâtiment le plus haut en bois isolé en paille, c'est un R+7. Alors, moi, je ne suis pas au gigantisme et plancher CLTO, mais c'est un R+7 dans les Vosges. Et le modèle d'un bailleur social, c'est le turnover, en fait. Voilà. Ils ont livré le bâtiment en 2014. Depuis, il y a eu 0 départ. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est extrêmement bien dans un bâtiment déjà en bois et avec un matériau comme la paille. Il y a une régulation hygrométrique naturelle et vous n'avez pas la même perception que devant les matériaux froids. Ça, c'est... La deuxième, elle est beaucoup plus triviale. Je me le suis fait vérifier auprès du toit vosgien. Ils ont arrêté d'envoyer les factures d'énergie parce que ça coûtait plus cher en traitement administratif que le montant qu'il y avait sur les factures. Ils étaient 6,75 € par mois, 5,25 €. Donc, ils ont dit, bon, on arrête. Donc, les gens restent parce que c'est plus agréable à vivre. Quoi. Donc, voilà. Il y a des solutions qui décarbonent, mais ça demande vraiment un changement de logiciel. Et à ma petite échelle, j'essaye d'expliquer, mais et on accompagne aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais tout à fait, c'est extraordinaire comme démarche, comme volontarisme. Mais je pense que le gros problème de fond, c'est que les architectes n'ont pas compris quand même qu'avec cette mixité de matériaux, ce ne sera pas le même modèle d'habitat. Il faut qu'ils construisent un habitat conforme au mode de vie actuel, aux gens qui bougent beaucoup, parce que l'emploi, il n'est plus toujours dans la même région, il faut qu'ils bougent. Les surfaces, la sobriété, c'est déjà qu'on construise avec moins de surface pour un même usage, mais pas du tout en restreignant la surface d'usage, mais en mettant à ces surfaces réduites privatives des surfaces semi-collectives, de cuisine collective, d'appartements de transition. On le voit arriver de plus en plus. Ouais. Alors, on a du mal, hein, parce que on est sur des